Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Ouagadougou où il co-présidera demain avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le Conseil conjoint des ministres, à l'occasion du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Avant la rencontre s'est tenue ce mardi le Conseil conjoint de gouvernement. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire adopte le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Le projet a été adopté par les députés présents à la séance plénière ce mardi après 3 heures de débat. C'est le 3e projet de loi sur les 10 soumis à examen ce jour à cette plénière du Parlement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était en Guinée équatoriale où il a pris part aux côtés du président équato-guinéen à l'inauguration de l'école navale à vocation régionale. Cette école est le fruit de la coopération militaire entre Paris et Malabo. L'établissement offre plusieurs formations dans les métiers de la mer. Elle a 14 ans et elle est déjà bachelière. Ruth, une jeune élève au parcours exceptionnel, vient de décrocher le précieux sésame. Elle est admise au baccalauréat session 2019. Nos reporters sont allés à sa rencontre pour en savoir davantage sur le secret de son succès. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mardi pour Ouagadougou au Burkina Faso où il co-présidera demain mercredi avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le Conseil conjoint des ministres à l'occasion du 8e sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Et à ce TAC, les deux gouvernements passeront en revue les projets de développement. Ils évalueront notamment la mise en œuvre des décisions de la 7e conférence. Adama Kone. L'effectif des autorités prenant part à la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est bouclé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé sur le coup de 16 heures dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. En heure militaire, en compagnie de son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, puis une quinzaine de minutes de chaude poignée entre les deux présidents et la nombreuse aire dressée à l'accueil du président ivoirien. Au bout de cette aire composée de plus de 250 personnalités, une ambiance chaleureuse, forçant l'admiration et quelques minutes d'arrêt des présidents ivoiriens et burkinabés. Le cortège présidentiel peut alors prendre le départ pour le quartier de Ouaga 2000 où séjourne le chef de l'État. Le 8e traité d'amitié et de coopération, débuté par la réunion des experts le 27 juillet dernier à Ouagadougou, enregistrera son point culminant ce mercredi avec le Conseil des ministres conjoints. Occasion de passer en revue les acquis depuis la dernière rencontre de Yamoussoukro en 2018 et de jeter les bases d'une intégration socio-économique plus solide entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà, comme vous l'avez entendu, le chef de l'État ivoirien a été dénoncé à Ouagadougou par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a co-présidé ce mardi avec son homologue burkinabé le Conseil conjoint de gouvernement. La rencontre précède donc le Conseil conjoint des ministres qui aura lieu demain. Mais avant, les deux gouvernements réunis aujourd'hui ont évoqué les axes de coopération et surtout exploré de nouveaux champs de partenariat entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Michel Digré est l'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. C'est une tradition du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et elle a été respectée dès l'entame de ce TAC 8. Le Conseil conjoint de gouvernement a été présidé par les deux premiers ministres. Christophe Marie Dabiré du Burkina Faso a donné les enjeux de la tenue de cette rencontre. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso poursuivent depuis toujours et avec une détermination à nul autre pareil des buts communs parce que nous avons des sources et des valeurs communes. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous détourner l'un de l'autre sans mettre à l'encan l'avenir de nos populations respectives. L'avenir de ces populations respectives qui passent par des projets communs dans divers secteurs socio-économiques, mais également dans un environnement sécuritaire efficient. La lutte contre le terrorisme est un combat qui interpelle nos deux gouvernements. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour du TAC 8 de cette importante question.
Permettez-moi de saluer le courage du peuple burkinabé et la sagesse de ses dirigeants qui permettent à votre pays, face aux multiples attaques terroristes, de se tenir debout. La résilience dont le peuple burkinabé fait preuve est remarquable et cela constitue un réel motif d'espoir pour venir à bout de ces attaques terroristes. La mise en œuvre du mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité des deux pays, signé en juillet 2017, a permis d'avoir des résultats efficaces sur le terrain et de déjouer plusieurs attaques terroristes. Et en marge de cette conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération, les hommes d'affaires burkinabais et ivoiriens tissent la toile d'une coopération économique fructueuse. Panel sur le rôle des opérateurs dans la dynamique de croissance des deux pays, implication dans les projets structurants sont autant de points abordés aujourd'hui même dans la capitale burkinabé. C'était en présence des deux premiers ministres. On retrouve notre envoyé spécial à Ouagadougou, Adama Koni. Plus de 400 entreprises, dont une centaine venant de la Côte d'Ivoire, pour faire vivre l'aspect économique du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le deuxième forum d'affaires affiche ses ambitions. L'avenir de nos entreprises réside dans leur capacité à nouer des partenariats et des alliances stratégiques. C'est du reste ce qui a motivé le choix des thèmes autour desquels nous mènerons nos réflexions. 1200 milliards de francs CFA d'échange entre 2013 et 2017. Chiffre à relever en faisant face aux défis. La libre circulation des biens et des personnes, l'établissement des entreprises de part et d'autre des deux frontières, l'accès au marché public dans les deux pays, l'application effective des dispositions communautaires régionales de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la ZLECAf. L'enjeu est de taille. Selon le ministre burkinabé du Commerce, Harouna Kaboré, les deux pays représentent 44% du commerce intra-UEMOA. Un avantage à consolider pour aller plus loin. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour créer de grands champions qui vont conquérir ensemble l'espace CEDEAO et ensuite le continent africain. Vous en avez la volonté. Il faudrait donc passer aux actes. Dans cette démarche, les gouvernements veulent jouer leur rôle de stimulateur de l'initiative privée. La cérémonie à laquelle vous venez d'assister est la démonstration de la volonté de nos chefs d'État de faire en sorte que les rencontres du TAC ne soient pas simplement des rencontres à caractère politique au sommet où l'on discute des questions politiques sans tenir compte de la nécessité du développement économique et social de nos différents pays. Nous ferons tout pour que le commerce entre nos États puisse aller donc croissant, mais que nous ferons tout que des partenariats puissent se nouer et qu'aussi, je dirais, en termes d'établissement, que les entreprises donc ivoiriennes comme burkinabé puissent s'installer de manière libre dans l'un ou l'autre des pays et avoir les facilitations nécessaires pour leur permettre de mener leurs activités. L'ouverture du deuxième forum de la communauté d'hommes d'affaires ivoiro-burkinabé a enregistré la signature d'un mémorandum entre les deux chambres de commerce afin de fluidifier le trafic de marchandises entre Abidjan et Ouagadougou. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'exprime également par la culture. Hier lundi, les ministres de la culture des deux pays ont organisé une soirée artistique au siège du CIAO à Ouagadougou. Et c'était l'occasion de renforcer les liens entre les deux peuples. Cette fête a enregistré la présence de plusieurs ministres burkinabés et ivoiriens. Serge Koléa, envoyé spécial au Burkina Faso. Une soirée artistique et culturelle pour apporter au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso une touche festive, mais surtout populaire. En l'absence du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku-Bandama empêché, c'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui porte la voix de la Côte d'Ivoire. Avec Kandia Camara, 5 membres du gouvernement. Solidarité gouvernementale également du côté burkinabé avec la présence de plusieurs ministres aux côtés d'Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Le but ultime du TAC, c'est l'intégration des peuples.
Mais cette intégration est illusoire si elle ne se construit pas autour de la culture. Pour le spectacle, les deux pays ont misé sur les danses patrimoniales. Rogmi Kieta du Ganzourgou, Bonzan Pougouli du Tui, Lolona ou encore Naba Yadega ont représenté la culture du Burkina Faso à cette tribune. Côté ivoirien, un groupe baoulé basé à Ouagadougou a fait la démonstration de sa maîtrise de la Oko. Le Zaouli, un des dignes ambassadeurs de la culture en Médine, Côte d'Ivoire, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, était du voyage. Merci beaucoup. D'autres rythmes ainsi que des défilés de mode ont meublé cette soirée artistique, symbole d'unité entre deux peuples. La coopération entre nos deux pays se porte à merveille. Nos acteurs, dans une fraternité, travaillent ensemble et cela ne fait que renforcer les liens très forts de fraternité, d'amitié qui existent entre nos deux chefs d'État, entre les deux gouvernements et surtout entre les deux peuples. La soirée artistique ivoiro-burkinabé s'est poursuivie tard dans la nuit. Plus de 3 heures de spectacle pour célébrer la fraternité et la coopération. Cette fraternité, cette coopération ivoiro-burkinabé s'illustre aussi bien par l'intégration de la communauté ivoirienne au Burkina. Ils sont nombreux, vous allez le voir, à avoir émigré dans le pays. Ils y sont bien intégrés et exercent différentes activités, certains depuis des décennies. Et dans ce sujet qui va suivre, notre reporter Mama Traoré est allé à la rencontre des Ivoiriens vivant au Burkina Faso et nous rapporte leur quotidien dans ce 20h. Ils étaient nombreux ce mardi aux abords de l'aéroport international de Ouagadougou. Ces Ivoiriens vivant au Burkina Faso sont venus dire Akwaba au président Alassane Ouattara, surtout que le chef de l'État vient une fois de plus en terre du Faso dans leur intérêt. Depuis tant que je suis là, si je suis là, c'est parce que je me sens très bien. Donc c'est toujours positif. Lorsque le président arrive, vous savez que tout Ouagadougou se mobilise. Aujourd'hui, parmi ceux qui viennent, vous savez qu'il y a des Ivoiriens, mais il y a aussi des frères et des sœurs burkinabés. Merci déjà le président de la République et son homologue, celui du Burkina Faso, pour les grandes décisions qu'ils prennent qui vont en notre faveur. Ça n'a jamais été facile de diriger les peuples. Mais je lance un appel à nos frères ivoiriens burkinabés de comprendre les décisions que prennent nos chefs d'État. Même si ça met un peu de temps avant de se réaliser, sachez que ça n'a jamais été facile de prendre les grandes décisions. Environ 35 000 Ivoiriens ont choisi pour Eldorado le Burkina Faso. La plupart pour des raisons professionnelles. Une fois sur place, un facteur s'est imposé à eux, le sentiment de n'avoir pas quitté la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens au Burkina Faso se sentent chez eux. Ici au Burkina Faso, pour nous les Ivoiriens, on n'est pas à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on fait tout pour respecter, n'est-ce pas, les us et coutumes de ceux qui nous ont accueillis. Sinon, en général, tout se passe bien dans la communauté et tout se passe bien entre les rapports de la communauté et nos frères burkinabés. Centre-ville de Ouagadougou, nous partons à la rencontre de la famille Kouadio. Dans cette famille, la langue parlée au quotidien n'est pas le baoulé, mais plutôt le moré. Non, disons, on prenait les nouvelles des gens de la maison et pour savoir si tout le monde va bien. Et demander d'après la maman, je disais qu'elle était allée voir les voisins pour les saluer. Pour comprendre la pleine intégration de cette famille ivoirienne installée au Burkina Faso, il faut remonter à l'histoire du père. Affecté par son entreprise au Burkina Faso depuis plus de 30 ans, Kouadio Kona est devenu par la force du temps et de l'hospitalité à lui offerte un binational de cœur et de raison. Donc se poser la question, qu'est-ce que tu es venu faire au Burkina Faso? Parce que chez vous, vous avez la terre qui est riche, vous avez tout chez vous, et toi tu as osé venir chez nous. Je dis partout, le ciel est bleu. Quand nous partons en vacances, qu'est-ce qu'ils demandent? Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Je dis, chez vous là, on est au village. Je dis, nous, on ne se sent pas ici. Donc la plupart sont venus, ils ont fait leurs études ici. Cette maîtrise de la langue morée facilite les bonnes relations de voisinage entre la famille Kouadio et les résidents du quartier.
Le voisinage a même fini par adopter cette famille ivoirienne. Je connais la famille, ça fait de cela au moins 2 décennies, au moins 20 ans qu'on se connaît. Nos relations, c'est des relations vraiment familiales. On est comme 2 familles. On vit vraiment en symbiose et puis vraiment en fraternité. En terre du Faso, ils sont nombreux les jeunes cadres ivoiriens à faire valoir leurs compétences dans le secteur privé. C'est le cas de Marcel. Depuis 2 ans, il dirige pour le compte d'un groupe ivoiro-burkinabé plusieurs édifices hôteliers de la capitale. Celui dans lequel nous le retrouvons est l'un des plus anciens de Ouagadougou. Dans les débuts, c'était un peu compliqué parce que j'avais ma façon de travailler. Plus ou moins, ils ont trouvé que j'étais trop un homme de pression, c'était stressant. Mais je pense que pour finir, ils se sont habitués à mon travail, à mon rythme de travail, je dirais plus ou moins. Et aujourd'hui, la collaboration est parfaite, ça se passe bien. On ne dira pas que ça a été positif l'année dernière, mais cette année, les clients ont commencé à gagner la confiance de plus ou moins un peu des hôtels, parce que le gouvernement, je pense bien que le gouvernement a mis tous les moyens au fond pour pouvoir sécuriser le pays. Donc aujourd'hui, les clients ils ont regagné confiance et ça commence à aller. Donc cette année, je dirais que c'est positif. Bien installés et bien intégrés, ces Ivoiriens de Burkina Faso savent tout de même qu'un jour sonnera l'heure du retour au pays. Le défi que je cherche à relever, c'est de redonner encore l'image positive de cet hôtel. Okay. Voilà. Donc du coup, quand cette image véritablement sera redorée, quoi de plus normal de travailler pour son pays? Si mon gouvernement m'appelle pour aller travailler au pays, je repartirai au pays. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que moi je vais quitter le Burkina, aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que je ferai la navette. Parce que dans peu de temps, je m'en vais à la retraite. En 2020, je l'ai déjà dit. Malgré tout ce que j'ai dit, mais les frères et les sœurs burkinabés me demandent, tu vas nulle part parce que tu es devenu notre frère. Donc je compte quand même passer quelques séjours ici, mais je ne vais pas oublier ma patrie. En attendant l'appel du pays, Marcel et ses compatriotes ivoiriens mettent chaque jour leur savoir-faire au service du Burkina Faso, à l'instar de la diaspora burkinabé qui contribue depuis des décennies au développement économique de la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens n'oublient donc pas leur patrie. Ils suivent d'ailleurs de près l'actualité dans leur pays. Concernant justement la recomposition de la commission électorale indépendante, le sujet a été évoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur la recomposition a été adopté par les députés présents à la séance plénière ce mardi après 3 heures de débat. C'est le 3e projet de loi sur les 10 soumis à examen ce jour à cette plénière. Le reportage de Moussa Konaté dans nos prochains journaux. Nous partons maintenant pour la Guinée équatoriale, où le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris part aux côtés du président équato-guinéen à l'inauguration de l'école navale à vocation régionale. Cette école est le fruit de la coopération militaire entre Paris et Malabo. L'établissement offre plusieurs formations dans les métiers de la mer, comme nous le rapporte Abou Sanogo. École navale à vocation régionale de la Guinée équatoriale. Implantée dans la ville de Tika, à une dizaine de kilomètres de Bata, la 2e grande ville du pays, l'école navale à vocation régionale, fruit de la coopération militaire entre Paris et Malabo, a été inaugurée par le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbasogo et le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a pris part à l'ouverture officielle de cette école qui prodigue plusieurs formations dans les métiers de la mer. Pour le président équato-guinéen, la création de cette école navale qui s'inscrit dans le cadre de l'architecture africaine de sûreté et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, décidée par les chefs d'État de la région en 2013, vise à faire face aux actes illicites qui affectent l'espace maritime du golfe de Guinée. Cette école répond donc à la montée en puissance des marines africaines. Une visite de l'école qui a vocation de devenir au niveau continental un pôle de référence dans la lutte contre la piraterie. L'école navale à vocation régionale de Tika va former chaque année 160 officiers mariniers, navigateurs, timoniers, mécaniciens, manœuvriers et guetteurs de la flotte provenant d'une vingtaine de pays africains. Elle est fonctionnelle depuis 2017.
Et toujours au chapitre des fonds de ce 20 ici en Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale renforce son effectif avec la sortie de 302 élèves sous-officiers, dont 16 de la 19e promotion. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à cette double cérémonie, a encouragé les sous-officiers à toujours avoir à l'esprit les missions régaliennes de la gendarmerie, celle de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection de chaque citoyen, des institutions de la République, ainsi que les hommes et les femmes qui les incarnent. Le ministère de la Santé lance cette alerte aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Des cas confirmés de fièvre jaune ont été détectés dans le district d'Abidjan. 89 cas, dont un décès, ont été enregistrés. Et bien, pour lutter contre la maladie, le ministère invite les populations à prendre des dispositions, notamment à éliminer les gîtes larvaires, à dormir sous des moustiquaires imprégnés. Et pour rompre la chaîne de transmission, le ministère de la Santé invite les personnes non vaccinées à se faire vacciner contre la fièvre jaune dans les centres de santé ou dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique. Les mesures de lutte contre la dengue restent valables pour l'épidémie actuelle des fièvres jaunes qui sévit à Abidjan. On va parler d'éducation maintenant. Elle est âgée seulement de 14 ans et elle a décroché le baccalauréat à cette session 2019. La jeune élève, prénommée Ruth, rêve de devenir une grande cadre. Son parcours exceptionnel force l'admiration. 3 années passées au cycle primaire, un parcours sans faute. Au secondaire, Ruth, la surdouée, est citée en exemple par ses encadreurs. Mais quel est donc le secret de son succès? Comment a-t-elle préparé cet examen du bac? Élément de réponse avec Sephora Zegui et Franck Quadio. Plateau d'eau cuit, commune d'Abobo. Ruth, 14 ans, vient d'être admise au baccalauréat série D. Mardi 30 juillet, lendemain du résultat, le réveil est difficile. On dit quoi? La bachelière du jour. Ruth est la reine du jour. Elle a donc le droit de choisir son petit déjeuner. Rigueur et sérieux sont les ingrédients dont a dû user son père Siri pour en arriver là. Au niveau de la maison, je la suis un peu. Donc, comme je l'ai dit, à 4h ou 4h30, je la réveille pour qu'elle puisse étudier. De temps en temps, je lui pose quelques questions. Et elle a aussi un répétiteur. Elle est studieuse. Voilà. Elle aime étudier, elle aime faire ses exercices. Tout ce que je lui confie, elle fait. Depuis son bas âge, Ruth était une élève brillante. Elle a été surclassée. Elle a fait CP1, CE1, CM1. Donc, elle était en classe de CM1 quand elle a passé son entrée en 6e et ça a marché. Et depuis lors, elle n'a plus fait un sans faute, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle puisse avoir son examen cette année. Elle était à la maternelle. Depuis, on a dit qu'aujourd'hui est vendredi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, vendredi, pour un enfant de 2 ans, normalement doit oublier jusqu'à lundi. Mais lundi, quand la maîtresse demande qu'est-ce qu'on a fait le vendredi passé, Ruth se lève sans même qu'on l'invite et elle récite tout. Obtenir son bac à 14 ans n'est pas donné à qui veut. Il faut avoir un mental d'acier et les pieds sur terre. Durant son cursus scolaire, la nouvelle bachelière a eu à faire face à des difficultés qu'elle dit avoir vite surmontées. C'est dans les débuts qui me fatiguait. Donc la terminale, c'était tranquille. C'est hier quand ils ont programmé les résultats qu'il y a d'autres qui étaient surpris, qui étaient étonnés. Il y a d'autres mecs qui me disent ne pas être dans la même école que toi parce que ça va me faire honte, puis comme ça. Et vu que j'ai déjà affronté la terminale, je vais devoir booster ma manière d'étudier pour pouvoir affronter les études supérieures pour devenir médecin comme je le souhaite. Le baccalauréat en poche, l'avenir pour Ruth, c'est la médecine. Et pour y arriver, ses parents n'écartent pas la piste de la bourse d'études à l'étranger. Et voilà un exemple qui devrait inspirer tous les élèves. La crise qui secoue la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, et de l'enseignement technique depuis son congrès électif du 15 avril 2019 à Yamoussoukro a pris fin. Le candidat Boko Michael, élu à 9 voix contre 6 du collège électoral, a pris fonction hier lundi 30 juillet et a pu regagner son bureau en présence du directeur des affaires juridiques du ministère de tutelle.
Pour le bien-être des populations, l'État ivoirien s'attelle à la mise en place d'un programme social avec le projet Eau pour tous. Le PS-Gouv est donc en marche dans les différentes régions. Le système d'alimentation en eau potable de Sassako-Benini dans le département de Jacquesville a été inauguré ce lundi. L'ouvrage, qui comporte notamment un château d'eau, permettra d'alimenter une population de 2000 habitants. Son coût, 500 millions de francs CFA, comme nous l'explique Jean-Luc Bango. Jour de fête à Sassako-Benili. Ce village de 2000 âmes, situé dans le département de Jacquesville, est officiellement raccordé au réseau d'adduction en eau potable. Un soulagement pour les populations. On est content. On est content même parce qu'on a laissé cette eau-là puis prendre l'eau des pompes. En plus de l'eau dans le puits. Donc ça nous fatiguait. Aujourd'hui on a eu l'eau. Nous sommes contents. Un pas de plus vers le développement que les membres du gouvernement qui ont pris part à cette cérémonie ont appelé à préserver et à consolider. Le programme social du gouvernement, il est en marche. Vous avez vu le lancement de toutes les certifications. Maintenant, nous sommes passés à l'eau. Demain, ça va être les écoles. Après, ça va être les centres de santé et ainsi de suite. Donc, le gouvernement a fait adopter un plan social qui a des ressources et qui s'intéresse à apporter le développement le plus proche possible des populations. L'étape d'aujourd'hui marque un début d'inauguration, de lancement de programmes, d'activités dans la région de Campon, qui ont été des promesses qui ont été faites par le président de la République et qui vont être mises en œuvre de façon rapide et immédiate. Nous devons regarder la même direction, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers le développement. Rassembler, rester unis, ensemble pour le développement. Les ministres ont surtout plaidé pour le maintien d'un climat de paix dans la région, seul gage de développement. Le système d'alimentation en eau potable de Sassako-Benini comporte notamment un château d'eau de 50 mètres cubes. Il a coûté 500 millions de francs CFA, financé par le Fonds de développement de l'eau. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, marque une pause ce 30 juillet pour sensibiliser les populations sur les inconvénients de la traite des personnes. Ce phénomène, dont les principales victimes sont les femmes et les enfants, préoccupent les autorités. À l'occasion donc de cette journée internationale de la lutte contre la traite des êtres humains, ONG, autorités administratives et populations réaffirment leur volonté de mettre fin à ce fléau. On en sait plus avec Christelle Bédéga et Grace Kando. Ce sketch traduit les conditions de vie difficiles des migrants illégaux à la recherche de mieux-être. Une réalité contre laquelle ONG et acteurs de la société civile entendent lutter. De janvier à juin 2019, nous avons 154 cas de traite des êtres humains d'Ivoiriens en Tunisie. Sur les 157 cas qu'on a en Tunisie, il se trouve que les femmes sont majoritaires et elles travaillent dans les travaux domestiques. Il y a aussi des hommes dans les champs, dans l'agriculture. Mais les femmes aussi sont par moments exploitées sexuellement. Nous avons déjà recensé, recueilli 2 ou 3 qui sont revenus. Nous les orientons vers nos partenaires pour que les autorités en charge de la protection puissent les encadrer. Selon l'Union africaine, 3 millions d'adultes et plus d'1 million d'enfants sont victimes de travail forcé et de trafic de personnes. Des données qui interpellent. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime prend des mesures pour éradiquer cette forme d'esclavage. L'ONU est déterminée à prendre des dispositions pour que les trafiquants soient traduits en justice, tout en s'attachant à protéger et à soutenir les victimes. Les droits des victimes doivent devenir la priorité, qu'il s'agisse des victimes des trafiquants, des passeurs ou d'autres formes modernes d'esclavage ou d'exploitation. Le thème retenu pour cette journée mondiale de lutte contre la traite des personnes est « Traite des êtres humains », appelez votre gouvernement à agir. Le thème de cette année nous donne l'occasion d'interpeller l'ensemble des acteurs qui y sont engagés à mettre tout en œuvre et à conjuguer leurs efforts pour que la lutte contre cette grave atteinte aux droits humains soit plus efficace. L'édition 2019 de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes vise à attirer l'attention de l'opinion publique
sur l'existence effective du phénomène. On referme ce journal. À Ouagadougou, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi. Demain, mercredi, il co-présidera avec son homologue burkinabé Rochma Christian Kaboré le Conseil conjoint des ministres à l'occasion du 8e sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. À ce 8e TAC, je rappelle, les deux gouvernements passeront en revue les projets de développement. Ils évalueront notamment la mise en œuvre des décisions de la 7e conférence. Le président Ouattara se rendra par la suite en Mauritanie où il assistera jeudi à l'investiture du président élu Mohamed Ould Ghazouani. Il regagnera Abidjan après la dite cérémonie. On va se retrouver demain à la même heure pour parler évidemment du TAC. Très belle soirée sur RTI 1.